Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du week-end dans lequel on va passer sur les sujets qui ont attiré mon attention cette semaine, notamment de la bourse, les chiffres sur l'inflation avec l'indicateur favori de la Banque centrale américaine, le conflit qui continue, la volatilité, etc. Ensuite, je vais vous parler d'entreprises de l'automobile Volkswagen qui a fait pas mal parler avec jusqu'à 100 000 emplois annoncés en suppression. Stellantis aussi, on reparlera de l'entreprise, les équipementiers automobiles et je vais refaire un rappel de prudence. Je fais plus des vidéos d'analyse individuelle dessus parce que j'ai déjà dit globalement ce que j'avais à dire, les chiffres se ressemblent souvent d'une entreprise à l'autre, mais je voulais quand même repasser un petit rappel dessus. Et on parlera aussi de quelque chose qui est lié à l'inflation du coup. Et on va parler de Apple et de Microsoft qui augmentent leur prix sur pas mal de produits à cause des pénuries qu'on a sur la RAM qui a causé les hausses en bourse, notamment de Micron, de SK Hynix, etc. Et très intéressant parce que j'ai les entreprises en portefeuille, c'est des belles boîtes, l'une est chère, l'autre est beaucoup moins chère, et on en parlera. Pour information aussi, pour les membres premiers de la communauté, je vous ai fait une vidéo ce jeudi sur 5 actions en quantitatif, à savoir Broadcom, Toast, Metlen, DoorDash et Rain Metal. Et vous avez aussi, comme d'habitude, revue de portefeuille, mépris cible, ordre, etc. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre pour avoir accès à une communauté d'investisseurs où on est de plus en plus nombreux, et d'ailleurs merci à tous pour votre soutien depuis les débuts, et ça fera bientôt 1 an, j'en parlerai sur YouTube. Je vais vous répondre d'ailleurs juste après, je vais vous laisser des messages. Bref, pour ceux qui veulent nous rejoindre, qui sont sur YouTube et qui voudraient du contenu en plus, sans trop de friction, eh bien vous pouvez nous rejoindre sans engagement et voir tout le travail qu'on y fait. Si au bout d'un mois ça vous convient, vous pouvez rester, sinon vous pouvez aller que sur YouTube. Et pour ceux qui veulent de la formation, vous avez aussi la page de présentation de celle-ci et elle est disponible avec 12 mois de communauté inclus ici vous avez la page de présentation. On attaque avec la vidéo et comme d'habitude il s'agit encore un cas de conseil en investissement. Alors, petit récap de la semaine. Le pétrole qui a continué à baisser, on est dans les 73 $ sur le Brent. À savoir qu'on a pourtant des bruits ce week-end là qui parlent d'attaque entre l'Iran et les États-Unis, même si on est en cessez-le-feu, et j'en parlais tout à l'heure justement du fait que malgré qu'on soit en cessez-le-feu, ça tire quand même. Et très souvent, la première victime dans ces moments, c'est la vérité. On ne sait pas trop qui tire sur qui, est-ce qu'il y a un seul gouvernement, plusieurs gouvernements, à qui on parle en Iran, etc. Donc voilà, par contre, les faits sont que le pétrole corrige bien, et malgré ça, les chiffres sur l'inflation, vu qu'ils sont en décalé, ils étaient pas bons sur le PCI, donc c'est l'indicateur favori, en tout cas, de la Banque centrale sur la période d'avant, quand on avait encore le nouveau président, on savait que c'était leur favori. On verra de quoi parle le nouveau président, puisqu'il a été remplacé. Kevin Warsh a pris le relais de Jerome Powell. Mais voilà, si vous prenez le PCI, on est à 4,1% sur 1 an. Il intègre évidemment l'énergie, et donc forcément sur mai ici, on a eu un bond sur l'inflation, simplement parce que le pétrole en mai, il était beaucoup plus cher. Mais même si on prend le core PCI, donc on n'a pas intégré l'alimentation et l'énergie, on est quand même en train de monter. Et l'inflation, elle est là. Elle a baissé évidemment par rapport à si on regarde sur 5 ans et les pics énormes qu'on avait eu ici après qu'ils aient imprimé énormément d'argent à des fins non productives, sans déconner que ça crée de l'inflation. Mais sauf que l'impression monétaire elle est repartie, je vous en parle souvent, ça imprime 80 milliards, 100 milliards, 120 milliards tous les mois tranquillement depuis décembre. Et il y a un moment ça va se retrouver dans l'économie qui est en train de chauffer. En plus, on n'a pas a priori de récession, l'emploi va un peu moins bien, mais il va quand même bien, on a pas mal d'entreprises qui montent les prix, etc. Et évidemment, du coup, surtout rester investi, parce que quand il y a de l'inflation, les entreprises peuvent monter les prix. En tant qu'investisseur, on va en profiter dans les marchés à long terme, même si à court terme, attention, ça peut faire du mal, mais à long terme, si on a investi, il vaut mieux être investi en tout cas que d'avoir du cash qui dort ou sur des livrets, à mon avis. Et je vous en reparlerai dans la dernière partie. Vous voyez, par exemple, c'est un exemple tout bête, mais si vous êtes propriétaire d'actions Apple, quand Apple monte le prix des ordinateurs, des iPhones, etc., oui, c'est de l'inflation pour les personnes qui achètent ces téléphones, mais pour l'actionnaire, c'est du chiffre d'affaires qui monte. Évidemment, si les volumes de vente tiennent, j'en reparlerai après, l'élasticité des prix. Je fais des achats au cas par cas, comme d'habitude, j'achète toutes les semaines des actions intéressantes et je vous fais énormément d'analyses sur la chaîne. Là, c'est un récapitulatif de la semaine, c'est une vidéo, je prends beaucoup de plaisir à faire, mais on va pas faire de l'analyse d'actions individuelles, j'en fais plein sur la chaîne. Et comme je le dis toujours, autant en avril, j'avais pas mal acheté à la baisse, j'avais triplé mon budget mensuel, autant là, je déploie tranquillement, je suis pas stressé, on est repassé en peur sur le Fear and Greed Index, je l'ai pas ouvert là, je montrerai aussi demain dans la vidéo School du lundi, d'ailleurs pour les membres de ma vidéo du lundi comme d'hab.
Donc voilà, je pas spécialement en euphorie de mon côté. On n'est pas très loin des plus hauts. On s'est quand même pris des journées assez violentes, hein. Regardez sur la S&P 500, là vous avez des journées à moins 2,6 de variation entre le point haut et le point bas, même un petit peu plus. Ouais, il se passe des choses, ça bouge en bourse, mais c'est pas grave. Personnellement, moi, ça me fait des opportunités sur les entreprises à acheter, donc parfait. Voilà un petit peu pour ce qui s'est passé. Je continue avec Volkswagen, Stellantis, etc. Alors, annonce de jusqu'à 100 000 emplois qui seraient supprimés. Pareil, chez Stellantis, situation compliquée. Je ne vais plus faire des vidéos d'analyse individuelle, j'en avais déjà fait plusieurs, trouverez sur la chaîne. Bon, je me répète à chaque fois, la conclusion à chaque fois sur les chiffres, c'est que c'est très compliqué, on va aller regarder après ensemble. Et je me dis, en fait, pourquoi prendre le risque, à part peut-être pour un trade, mais ça fait des années que j'en parle, que personnellement, sur le long terme, je peux pas. Prudence, je fais cette vidéo encore pour appeler à la prudence, parce que évidemment, quand les entreprises corrigent fortement en bourse, on se dit, ah, ça peut rebondir, etc. Peut-être pour un trade, mais pour du long terme, je suis pas inquiet. Il y a peu de capacité à fixer les prix chez ces entreprises. On a des disruptions énormes en cours. Vous voyez, un Stellantis, j'avais commencé à en parler pour la première fois en août 2024. Je crois que c'était suite à une baisse. On va aller voir ça. Ouais, je crois qu'on était à plus de 15 dollars à l'époque, hein. J'avais déjà très très peur parce que à l'époque, je commençais déjà à parler de ce qui s'est passé sur l'automobile, les tournants qu'il faut prendre. Vous voyez, août 2024, 14 dollars. On est à 5. D'ailleurs, je vous montrais aussi les plus grosses baisses vendredi, c'était Valeo et Forvia, dont je vais reparler aussi, anciennement Forestia. Donc voilà, il y a beaucoup de disruptions en cours. On le voit devenir depuis longtemps. Ça fait plusieurs années que je parle de ce qui est en train de se passer dans l'automobile et aucune réaction de la part des directions, aucune action mise en place. J'espère que ça ira notamment pour l'emploi, mais c'est pas sûr quand je vois l'état des entreprises. Et d'ailleurs, en parlant d'état des entreprises, je peux vous montrer par exemple sur Stellantis, vous voyez le genre de décision que vous fait la direction. Vous avez plusieurs années où ça brûle du cash, donc flux de trésorerie disponible négatif. Ces 2 années-là, ça continue de payer du dividende, ça décide de le faire volontairement, donc on vous paye du dividende avec de l'argent qu'on n'a pas, donc on tape dans le cash, vous voyez, c'est en train de baisser le cash ici en genre de bleu-gris. Et on fait ça 2 ans d'affilée. Après 2 ans d'affilée, c'est quand même un peu gros. Ça se voit, quoi. Donc on arrête enfin de payer le dividende, on a levé de la dette, on a baissé les niveaux de cash. C'est des situations compliquées, des décisions très douteuses de la part des directions, en tout cas c'est ma vision des choses. Et je me demande si on verra un jour un plus haut à nouveau sur les ventes globales de véhicules aussi. On avait tapé un plus haut en 2017 sur la vente de voitures, pas le nombre total de voitures en circulation, mais sur le très long terme, je sais pas. Surtout si le TaaS arrive, ce que j'appelle Transport as a Service, donc le transport comme un service de plus en plus, payé au kilomètre plus que de payer pour un véhicule. Évidemment, il y a toujours le cas de la personne qui a besoin d'une voiture parce qu'on vit à la campagne, on met le sac de sport dans le coffre, etc. Il y aura toujours des gens qui auront des voitures. Mais les ventes globales de voitures ont tapé un peu en 2017, global dans le monde entier. Et de même sur les équipementiers, je sais que certains dossiers sont souvent évoqués d'ailleurs, on parle souvent de dossiers d'équipementiers très connus, notamment Forestia, Valeo, mais personnellement j'ai du mal. Et en plus j'ai connu des personnes travaillant dans ces équipementiers. Bon voilà, c'est des anecdotes, je ne vais pas en parler, etc. Mais des décisions qu'on me racontait, notamment sur des choix techniques, stratégiques par rapport au futur des voitures thermiques, électriques, etc. J'étais en mode waouh, très 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 douteux comme décision d'investissement. Mais voilà. Et du coup, le ratio risque-récompense, je le vois pas. Enfin, je vois trop de risques par rapport à la récompense possible. Et peu d'intégration verticale aussi. Et tout trop de choix de techno dont je vais vous parler. C'est-à-dire qu'en fait, quand je regarde, il y a les chiffres. Les chiffres sont ce qu'ils sont. Je peux même pas faire un prix à payer. De toute façon, voilà. C'est pas les business qui m'intéressent. Peu d'intégration verticale, alors qu'on sait qu'il faut en faire de plus en plus parce que la concurrence en fait, et donc sur les marges, comment on va tenir. En plus, peu de capacité à fixer les prix parce que beaucoup de choix technologiques et techniques qui font que peut-être qu'on va aller tout simplement acheter d'autres produits, des énormes problèmes de fiabilité, notamment chez Stellantis, c'est connu. Ça parle pas de conduite autonome, ça parle pas de technologie du futur.
C'est l'ancien monde. Et quand je parle d'intégration verticale et aussi de capacité à fixer les prix et évidemment de marge brute, en plus si on en a des meilleurs chez la concurrence, un, parce qu'intégré verticalement, donc ça fait monter les marges brutes, et deux, parce que capacité à fixer les prix, si produit plus attirant, et même trois, du coup, si on est sur des choix technologiques, par exemple les économies d'échelle sur les batteries, qui font faire que in fine, on sera de plus en plus sur du consumer electronics, donc un appareil électronique, et de moins en moins sur l'industriel, avec des économies d'échelle énormes et intrinsèquement une grosse pression sur la concurrence qui ne le fait pas. Et j'ai fait plein de vidéos sur la chaîne, donc voilà, je ne vais pas remettre encore une couche sur X, Y ou Z entreprise, mais juste prudence parce que c'est arrivé encore une fois sur les gros titres et même sur les équipementiers. Bon, j'ai pas fait de précis ni rien parce que c'est pas des dossiers qui m'intéressent, mais voilà, je sais qu'on m'avait parlé par exemple de technologie de laser pour la conduite autonome, je sais plus c'était lequel, c'était peut-être pas un de ces deux-là, c'était peut-être Plasticomium ou un autre, enfin, bref, je sais plus qui fait quoi exactement. Et ça me parlait de radar, mais les véhicules en conduite autonome, tout le monde est en train de switcher vers un système. J'avais fait une vidéo il y a plus de 2 ans où je parlais justement des caméras plus neural net en end-to-end. C'était le pivot qu'avait fait Tesla il y a un petit peu plus de 2 ans sur le choix de comment on va faire de la conduite autonome. Et en face, vous aviez Waymo. Et en fait, vous avez Xpeng en Chine qui est en train de pivoter vers ça. Vous avez plusieurs constructeurs qui ont annoncé qu'ils abandonnaient les LiDAR, les radars, etc. Et il y a des équipementiers où j'avais vu des messages où on m'avait dit ah ils sont en train de faire du radar etc, c'est le futur pour la conduite autonome. Euh, Techniquement, genre d'un point de vue ingénierie, ça ne fait pas de sens. C'est comme il y avait pendant longtemps un débat, je me rappelle, c'était en classe préparatoire avec les profs, on n'arrivait pas à se comprendre. On parlait de voitures à l'hydrogène, mais ça n'a pas de sens. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est très dur à stocker. C'est pratiquement instockable à long terme, puisque atome d'hydrogène, hein, il passe pratiquement à travers tout. C'est dangereux, ça explose, ça a des rendements catastrophiques aussi bien à la production que dans la pile à combustible. Et techniquement, si une entreprise vous dit je vais faire ça, comment on investit dessus? Je bloque. Bon bref, on passe à la suite. Apple, Microsoft, la RAM, etc. Là, c'est l'offre et la demande dans toute sa splendeur. Il y a énormément de demandes sur la RAM, donc même Apple et Microsoft doivent commencer à la payer plus cher pour les MacBooks, etc. Vous avez les augmentations de prix ici en plusieurs centaines de dollars selon les produits. Et quand on a une capacité à fixer les prix, eh bien tant mieux parce qu'on peut les monter dans la limite du raisonnable, évidemment, hein, avec l'élasticité des prix, ça a une limite et ça aura toujours un impact sur les volumes. Mais in fine, si le prix permet de compenser la baisse de volume, eh ben, ça fait monter le chiffre d'affaires. Donc c'est très positif pour une entreprise qui a une capacité à fixer les prix. Je ne suis pas certain que si on vient casser son téléphone, son iPhone, son Android, etc., ce soit le premier poste de dépense qu'on décide de couper. Je pense qu'il y a plus de personnes qui fonceront acheter le prochain parce qu'il vient de casser et on n'a plus de téléphone, plutôt que de ne pas racheter un téléphone pour conserver d'autres dépenses. En tout cas, ça fait partie des choses que j'apprécie chez Apple, les 1,5 milliard d'iPhone actifs. Et est-ce qu'on pourrait mettre ces produits pratiquement dans la consommation courante? J'irai peut-être pas jusque-là, mais je pense que ça pourrait honnêtement se débattre. J'ai toujours mes actions Apple que je conserve. J'aime beaucoup ce business. Pendant longtemps, il a été critiqué pour pas innover. Je sais pas. Elles sont là, à $50 en août 2019. Et l'entreprise a quand même baissé sur l'annonce, là, sur ce qui se passe sur la RAM, et puis elle s'est un petit peu reprise, mais on n'est pas loin des plus hauts historiques, très beau business, mais trop cher. Hein. J'ai un prix à payer dessus à $180, donc on est $100 de trop. Bon, ça va pas non plus me forcer à aller la vendre, mais un peu cher. Et une autre boîte qui a annoncé aussi avoir un impact au niveau de la RAM et sur les prix du coup des produits, c'est Microsoft. Pour information, 2 entreprises que j'ai en portefeuille, les 2 je conserve, et Microsoft, la valorisation est beaucoup beaucoup plus basse, on va en parler. Je vous montrer aussi Microsoft, je crois que c'est mars-avril 2020 que j'avais acheté, à 167. Et Microsoft, j'aime beaucoup ce que je vois aussi. Alors, j'en achète pas en ce moment parce que j'ai d'autres achats à faire, donc je vais mettre des priorités, et puis j'en ai déjà en portefeuille. Mais je vais vous montrer un petit peu les chiffres. Déjà, juste vous montrer les marges. Alors, il y a le narratif qui fait peur autour des CAPEX chez Microsoft, ça investit beaucoup dans l'intelligence artificielle. On est sur un business où vous regardez les marges opérationnelles s'améliorent d'année en année, là, depuis 10 ans.
Et vous avez les marges sur flux trésorerie disponible avec et sans les compensations en actions, elles, qui baissent. Tout simplement, pourquoi? Je vais vous le montrer le graphique. Ben, regardez ici en jaune, hein, les capex qui sont en train d'exploser. Du coup, alors là, on est en négatif, tout simplement parce que c'est de la dépense, mais ils sont en train d'exploser. Ce qui fait que vos marges sur free cash flow, sans réintégrer les compensations en actions, elles sont en train de baisser. Les marges baissent, ça fait peur au marché. Par contre, les ratios de prix, c'est cool aussi, hein. Regardez le prix par rapport au chiffre d'affaires. On est pratiquement en train de payer les niveaux que je payais en mars-avril 2020. J'étais à 8,9. Bon, on y est. Non, on y est. C'est impressionnant, la valo. Et vous prenez le prix par rapport au flux trésorerie opérationnel, du coup, vous avez compris, je ne vais pas prendre les free cash flow si on a des capex. Enfin, vous l'aviez compris, ça fait sens. On est même plus bas, hein. Regardez, on était autour des 20, 19, 18 au niveau de mars-avril 2020, et aujourd'hui, on est à 16. Microsoft n'est pas cher sur le papier. Et j'aime beaucoup le business. Alors après, prix à payer, etc., j'invite chacun à faire ses analyses, tout simplement. Et ça, je le dis à chaque fois. Bon, je vous en partage très souvent, hein. Il y en a plein que vous voyez passer sur YouTube. Si vous voulez toutes, elles sont dans le school aussi. Mais l'objectif, évidemment, c'est toujours de jamais copier. D'ailleurs, même pour tous les membres, je sais que vous ne copiez pas. L'idée, en fait, pourquoi je fais ces projections, et je finirai la vidéo là-dessus, je voulais vous en reparler encore une fois, c'est important de le dire. C'est tout simplement pour savoir pourquoi on passe à l'action sur X, Y, l'entreprise. Imaginons que j'achète Apple pour le long terme en avril 2026. Alors, la valorisation est d'avril 2026, là on est en juin, et je la mets à jour une fois par trimestre. En fait, si je fais ça, tout ce que je fais, c'est que j'estime quelles sont les croissances, les marges, le prix payé par le marché, la performance demandée, la marge de sécurité demandée, le nombre d'actions en circulation, donc tous les éléments dont j'ai besoin. Et tout ce que je fais, c'est que j'écris noir sur blanc pourquoi. Ce qui fait qu'en 2028, 2 ans après l'avoir acheté, imaginons qu'on a une énorme peur et que Apple s'écroule en bourse et que voilà, Apple n'innove plus, c'est ce qu'on me disait en 2024, vends ton Apple, ça innove plus, ils sont foutus. Bon, bref, j'avais fait des vidéos là-dessus à l'époque. Moi, tout ce que je peux faire, c'est regarder 1 an, 2 ans, 3 ans après, est-ce que je suis en ligne sur le chiffre d'affaires? Est-ce que je suis en ligne sur les marges? Est-ce que la thèse d'investissement, qualitativement, elle a bougé ou pas? Et du coup, je suis plus dans l'émotionnel. Le marché, lui, il fait monter l'entreprise, baisser l'entreprise. C'est une machine à voter sur le court terme. On le sait, Benjamin Graham l'expliquait très bien. Et moi, j'ai écrit noir sur blanc. Et souvent, quand une action baisse, on peut avoir la tentation de se demander ou de demander pourquoi, t'en penses quoi, qu'est-ce qu'elle baisse, etc. Et en fait, je comprends la question, hein. Moi-même, quand ça baisse ou quand ça monte, bien évidemment, même si avec les années, on essaie d'être de moins en moins émotionnel, on le ressent tous, une baisse. Mais la seule réponse que je me donne à moi-même et que je peux donner à moi-même et à tout le monde, c'est qu'est-ce que j'avais écrit quand j'ai acheté? Quelle était la thèse d'investissement? Et comme ça, quoi qu'il arrive, si on a écrit, on apprend. Et c'est toute la méthode que je défends, que je partage dans le programme, etc., sur YouTube tout le temps avec vous. Alors après, chacun aura son format, un logiciel, un fichier Excel, peu importe, les méthodologies peuvent varier et ou se ressembler, mais l'idée c'est de le faire soi-même et d'apprendre. Bref, j'ai fait une tangente un peu plus longue que prévu à la fin de cette vidéo, mais je pense que c'était intéressant. En tout cas, moi, ça m'intéresse d'en parler. Apple, Microsoft, j'aime beaucoup. Automobile, je suis très prudent, ça fait plusieurs années que je le dis. Et pour ça, j'adore YouTube d'ailleurs, parce que je sors pas du chapeau, puisque merci à YouTube, tout est enregistré. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt pour un prochain épisode.